1950, Allemagne de l'Est. Les journaux soviétiques publient une photographie d'un avion américain survolant des champs agricoles, avec une trappe ouverte sous l'aile. La légende, voilà comment les Yankees détruisent la récolte des peuples, des coléoptères, de petits scarabées rayés. La radio soviétique annonce une attaque biologique imminente. Les impérialistes américains larguent des insectes saboteurs spécialement élevés et dressés sur les champs des pays socialistes. Des tracts expliquent comment collecter correctement ces coléoptères dans des bocaux en verre et les remettre aux autorités locales. Le coléoptère reçoit officiellement le surnom soviétique de saboteur américain, prononcé avec à peu près la même intonation que celle réservée à l'ennemi du peuple. Et maintenant, stop. Le coléoptère venait effectivement de l'Ouest. Il a réellement détruit des récoltes. Mais les Américains n'avaient strictement rien à voir avec tout ça. Et le doryphore non plus, en réalité, n'a presque rien à voir avec l'histoire qu'on en raconte habituellement. Pourquoi faut-il le brûler plutôt que de l'écraser ? C'est une histoire à part que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on décortique le doryphore. Pas celui que vous avez l'habitude de ramasser sur vos plants de pommes de terre pour le jeter dans un bocal d'eau salée, mais le vrai. 2 siècles de propagande soviétique, de super-pouvoirs génétiques et de biochimie qui en font l'un des envahisseurs les plus résistants de l'histoire de l'agriculture. Commençons par le nom, parce que c'est déjà la première tromperie, le doryphore n'est pas appelé ainsi parce qu'il viendrait de l'État du Colorado, contrairement à ce qu'on pourrait croire en France où on l'appelle simplement doryphore. Sa véritable patrie se trouve dans les régions montagneuses à la frontière entre le Mexique et les États-Unis actuels, sur le plateau de la Sierra Madre. Là-bas, dans les fourrés sauvages de solanacées épineuses, il a vécu pendant des millénaires, tranquillement, sans se faire remarquer, se nourrissant de plantes sauvages que personne ne cultivait. Un insecte parmi des milliers d'autres dans cette région. Le problème a commencé quand les hommes se sont déplacés vers l'ouest au XIXe siècle, lors de la grande migration des fermiers américains. Ils emportaient avec eux non seulement du bétail et des outils, mais aussi des pommes de terre. Quelque part vers l'actuel Nebraska, au milieu du XIXe siècle, les champs de pommes de terre ont croisé pour la première fois le territoire de ce coléoptère tranquille des montagnes. Le coléoptère a goûté, apprécié et décidé que les pommes de terre cultivées valaient bien mieux que les plantes sauvages. C'est alors qu'a commencé ce que l'histoire agricole désigne comme la première invasion documentée d'un ravageur sur des cultures, à l'échelle industrielle. Le coléoptère s'est déplacé vers l'est à une vitesse d'environ 100 km par an. En 1874, il atteignait la côte atlantique. C'est là qu'il a reçu son nom, d'après un des premiers États américains où il fut observé et décrit par les entomologistes, pas parce qu'il en venait, mais parce qu'on l'y a vu pour la première fois en si grand nombre qu'il fallait bien lui donner un nom. Dès l'Atlantique, il embarque sur des navires, direction l'Europe. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante pour nous. Le doryphore arrive en Europe pendant la Première Guerre mondiale via les cargos américains qui livraient de la nourriture aux ports français. Le premier foyer durable est enregistré en 1922 près de Bordeaux. Les agriculteurs français ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Un insecte au comportement inconnu, agressif, causant des dégâts catastrophiques. Les gouvernements européens tirent la sonnette d'alarme presque immédiatement. L'Allemagne instaure des mesures de quarantaine en 1930. Le Royaume-Uni ferme ses importations de pommes de terre depuis les régions infestées. Mais rien n'arrête le coléoptère. Il n'a ni passeport, ni visa, ni le moindre respect pour les frontières nationales. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le doryphore est déjà présent dans toute l'Europe de l'Ouest, France comprise, où il était d'ailleurs apparu en premier sur le continent. La guerre fait le reste. Les services de quarantaine s'effondrent. Les mouvements de troupes et de marchandises échappent à tout contrôle. L'agriculture est en ruine. Le coléoptère profite du chaos avec une efficacité maximale. En 1945, il se trouve déjà juste à la frontière de la zone d'influence soviétique. Et c'est là que commence l'histoire des tracts. La version de la propagande soviétique était cohérente et convaincante. Les Américains élevaient délibérément le coléoptère dans des fermes et le larguaient par avion sur les champs d'Allemagne de l'Est, de Pologne, de Tchécoslovaquie, dans le but de saper la sécurité alimentaire du bloc socialiste. Des tracts sont publiés en masse, avec des schémas expliquant comment détecter le coléoptère, comment le collecter, ou le remettre. Livrer le coléoptère aux autorités était littéralement présenté comme un devoir civique.
Honnêtement, ce qui m'a le plus frappé en creusant ce sujet, ce n'est pas le fait de la propagande en elle-même, la propagande, c'est la propagande, mais à quel point cette version était plausible. Le coléoptère venait effectivement de l'Ouest, précisément à l'époque où la guerre froide s'intensifiait, précisément dans des zones où se trouvaient des bases militaires américaines. Si on ne connaît pas l'histoire réelle de la propagation du coléoptère en Europe, c'est facile à croire. Mais à cette époque, les entomologistes avaient déjà tout documenté. Le coléoptère se déplaçait naturellement d'ouest en est, suivant la même trajectoire qu'il suivait depuis 30 ans. Pas besoin d'avion, le vent lui suffisait, et accessoirement les camions et wagons de chemin de fer transportant des pommes de terre, le coléoptère apparaît officiellement en 1949 dans la région de Lviv, puis à Kaliningrad, puis continue vers l'est. Les kolkhosiens soviétiques l'accueillent comme prescrit, avec des bocaux, des pinces à épiler et la haine de classe. Sauf que les bocaux et la haine n'ont pas servi à grand-chose, parce que le coléoptère, comme on allait le découvrir, possédait des atouts dont les tracts ne disaient pas un mot. Pour comprendre pourquoi le doryphore est si difficile à combattre, il faut d'abord comprendre ce qu'il est du point de vue biologique. Car derrière cette apparence rayée se cache une créature que l'évolution a littéralement façonnée pour la survie. Commençons par l'alimentation. Le doryphore se nourrit de solanacées, pommes de terre, tomates, aubergines, poivrons. Ce n'est pas un choix au hasard, c'est une spécialisation développée sur des millions d'années. Les solanacées contiennent de la solanine, un alcaloïde toxique que la plante produit précisément pour éviter d'être mangée. Pour la plupart des insectes, la solanine est un poison. Pour le doryphore, c'est un élément normal de son régime alimentaire. Non seulement il la tolère, mais il l'accumule. La solanine ingérée passe dans les tissus de l'insecte, s'accumule chez l'adulte, dans les œufs, dans les larves. Le coléoptère lui-même devient toxique. C'est pourquoi la plupart des oiseaux ne le mangent pas, c'est amer, désagréable, ça provoque des troubles digestifs. Il n'a presque aucun prédateur naturel en Europe ou en Russie. Dans son Mexique natal, il était maintenu en équilibre par des prédateurs locaux ayant développé, sur des millénaires, une résistance à la solanine. Ici, il n'y en a pas. Et voilà la première réponse à la question, pourquoi ne faut-il pas l'écraser ? Quand on écrase un coléoptère du pied ou du doigt, son contenu, solanine et œufs compris, reste sur place. Les œufs de doryphore sont extrêmement résistants. Une ponte écrasée n'est pas une ponte détruite. Certains œufs survivent. De plus, les restes du coléoptère attirent d'autres insectes, et la solanine s'infiltre progressivement dans le sol, pas de façon catastrophique, mais notable quand on en écrase en masse. La bonne méthode consiste à les collecter dans un bocal d'eau salée ou de kérosène, ou à les brûler. Le feu détruit à la fois les œufs, les larves et les adultes, sans rien laisser dans le sol, mais revenons à la biologie, parce que la solanine n'est que le début, le cycle de vie du doryphore est conçu de telle sorte qu'il est presque impossible de l'éradiquer sans en connaître tous les rouages. Il hiverne dans le sol, s'enfonçant jusqu'à 50 cm de profondeur, entre en état de métabolisme ralenti et attend. Il peut attendre plus d'1 an. Certains coléoptères sont sortis de leur diapause après 2, voire 3 ans. Ce n'est pas un échec, c'est une stratégie. Si on laisse un champ sans pommes de terre pendant un été, en espérant l'affamer, il attend simplement et ressort au printemps suivant. Quand la température du sol dépasse 10 degrés, le coléoptère remonte à la surface, mange, s'accouple et la femelle pond ses œufs sous les feuilles, par paquet de 20 assortis. En une saison, une seule femelle pond entre 400 et 700 œufs. Sur 1 à 2 générations, à partir d'un seul couple, on obtient plusieurs milliers d'individus par champ, par été. Mais même cela n'est pas le vrai problème. Le vrai problème s'appelle la résistance. Quand le DDT est apparu dans les années 1940, le premier insecticide synthétique de masse, on a cru le doryphore définitivement vaincu. On traitait le champ, les coléoptères mouraient, c'était bon marché et efficace. Moins de 10 ans plus tard, le coléoptère avait développé une résistance au DDT. On a créé un nouveau produit, il s'y est habitué dans le même délai à peu près. Puis un autre. Et aujourd'hui, le doryphore a développé une résistance à plus de 50 classes différentes d'insecticides. 50, c'est un record absolu parmi les ravageurs agricoles. Aucune autre espèce n'a démontré une telle vitesse d'adaptation aux protections chimiques. Le mécanisme est de l'évolution classique, en mode accéléré. On traite le champ avec un insecticide, 98% des coléoptères meurent, 2% de ceux qui possédaient par hasard la variante génétique nécessaire pour neutraliser le poison survivent.
Ils se reproduisent, leurs descendants héritent de cette résistance, et au bout de quelques générations, 2 ou 3 étés, les individus résistants constituent la majorité de la population. Le produit cesse de fonctionner. L'agriculteur constate que l'ancien traitement ne fait plus rien. Un nouveau cycle recommence. Honnêtement, en lisant ça, je n'arrivais pas à m'arrêter. Ce n'est pas un ravageur au sens habituel, c'est un laboratoire vivant de l'évolution qui fonctionne en temps réel dans votre potager. Le coléoptère apprend littéralement sous nos yeux et transmet cette expérience à la génération suivante. Plusieurs facteurs expliquent cette vitesse d'adaptation. D'abord, un cycle de vie court, plus les générations se succèdent vite, plus la sélection naturelle agit rapidement. Ensuite, un nombre colossal de descendants, sur 700 œufs pondus par une femelle, même 1% d'individus résistants, représente 7 coléoptères, chacun pondant ensuite des centaines d'œufs à son tour. Enfin, une diversité génétique constante dans la population. Quand un nouveau poison apparaît, il y a presque toujours, parmi 1000 coléoptères, un individu qui n'en a pas peur. Cette combinaison rend le doryphore pratiquement invulnérable aux produits chimiques sur le long terme. La science agronomique répond en faisant tourner les préparations, en changeant d'insecticide tous les quelques années pour empêcher la population de s'adapter à un seul produit. Mais c'est une course, et le coléoptère, franchement, n'est pas en train de la perdre. Un dernier fait achève de bousculer l'image qu'on s'en fait habituellement. Le doryphore vole. Eh bien, jusqu'à 8 km en 1 à 3 années. Ce qui signifie que même si vous avez parfaitement traité votre potager et éliminé chaque coléoptère, une semaine plus tard, des voisins arriveront depuis la haie d'à côté ou une parcelle abandonnée à 3 rues de là. Ce n'est pas un parasite qu'on peut chasser d'un endroit et oublier. C'est une espèce qui a colonisé le territoire et qui n'a pas l'intention de le quitter. Parlons maintenant de ce que le coléoptère fait concrètement à la plante, car c'est une histoire à part sur la précision, presque que la cruauté avec laquelle il opère. L'adulte et ses larves se nourrissent des feuilles de pommes de terre, mais pas n'importe comment. Ils commencent par le haut du plant et descendent méthodiquement. D'abord les jeunes feuilles, les plus nutritives, les plus riches en eau et en azote. Puis, les feuilles plus âgées. Le plant ne perd pas seulement ses feuilles, il perd sa capacité à photosynthétiser. Sans feuilles, pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas de nutrition pour les tubercules. Les tubercules cessent de grossir. Si l'infestation est sévère, la plante meurt avant même de produire une récolte. Un coléoptère adulte consomme environ 4 grammes de matière végétale dans sa vie. Ça ne semble pas énorme, mais une larve au 4e stade, le dernier avant la nymphose, mange plusieurs fois plus intensément qu'un adulte. C'est elle qui cause le plus de dégâts, et elle est aussi la plus difficile à repérer à temps. Cachée sous la feuille, invisible au premier coup d'œil, la larve passe par 4 stades de développement. Toute jeune, elle est minuscule, brun foncé, presque invisible. Après quelques jours, elle mue et grossit, puis encore, jusqu'au 4e stade où elle devient une grosse larve orange-rouge d'environ 1 cm, difficile à manquer cette fois, mais à ce moment-là, elle a déjà ravagé l'essentiel de sa récolte. Le cycle complet, de l'œuf à l'adulte, prend environ 3 semaines par temps chaud. 3 semaines et la nouvelle génération est déjà prête à pondre. En un seul été, dans nos régions tempérées, 2 générations complètes se succèdent. Dans le sud de la France ou en Espagne, parfois 3, faites le calcul vous-même. Une femelle ayant hiverné pond 400 œufs au printemps, dont 200 femelles de la génération suivante pondent chacune 400 œufs à nouveau. D'ici la fin de l'été, plusieurs dizaines de milliers de coléoptères peuvent théoriquement provenir d'un seul individu hivernant. C'est un calcul en conditions idéales, sans mortalité, sans prédateurs, sans traitement. En réalité, c'est moins, mais même divisé par 10, les chiffres restent effrayants. C'est pourquoi tarder à traiter un champ coûte si cher. Un jour de retard pendant un pic de vol, ce n'est pas un coléoptère en plus, ce sont potentiellement des centaines de pontes. Il y a un détail sur les œufs que la plupart des jardiniers ignorent. La femelle pond exclusivement sous la feuille, jamais sur le dessus ni sur la tige, c'est aussi une stratégie. Sous la feuille, les œufs sont protégés du soleil direct, de la pluie et de la plupart des insecticides de contact qui se déposent sur la face supérieure. Si vous traitez le plant par-dessus, les œufs cachés dessous restent intacts. C'est pourquoi les jardiniers expérimentés, lors du ramassage manuel, retournent chaque feuille au lieu de simplement observer le plant de l'extérieur, ils vérifient en dessous. On y trouve des amas orange de 30 à 40 œufs, serrés à la verticale. Si on manque une seule ponte, 3 semaines plus tard, tout recommence depuis le début,
Et c'est là qu'on arrive à la question que tout le monde se pose. Pourquoi faut-il le brûler? La réponse n'est ni de la sagesse populaire ni une superstition. C'est de la biologie et de la chimie en même temps. Commençons par les œufs. Ils sont recouverts d'une coquille chitineuse dense qui les protège des chocs mécaniques bien mieux qu'on ne l'imagine. Quand on écrase une ponte avec le doigt ou le pied, certains œufs sont effectivement détruits, mais d'autres, surtout ceux situés sur les bords de l'amas ou sous d'autres œufs, sont simplement déformés sans mourir. Le chitine reprend sa forme, l'embryon à l'intérieur est protégé. Une ponte écrasée sur une feuille a l'air détruite, mais ça n'est pas toujours le cas. Pour les larves, elles meurent bien quand on les écrase mécaniquement, c'est vrai, mais leur contenu, solanine incluse, reste au sol en petite quantité. Ce n'est pas significatif à l'échelle d'un seul écrasement, mais si on écrase des centaines de larves au même endroit jour après jour, la solanine s'accumule dans la couche superficielle du sol. Ce n'est pas fatal pour la récolte suivante, mais ce n'est pas anodin non plus. La solanine est toxique pour plusieurs micro-organismes du sol, impliqués dans la formation de la couche fertile. Mais l'argument principal en faveur du feu ne concerne ni les œufs ni les larves, c'est l'adulte écrasé qui libère une sécrétion défensive. Un liquide âcre et désagréable que le coléoptère utilise comme ultime ligne de défense contre les petits prédateurs. Sans danger pour l'humain, à part le côté désagréable, mais contenant des marqueurs chimiques qui semblent agir comme un signal d'alerte sur les autres coléoptères. Le mécanisme précis de ce phénomène est encore à l'étude, mais les observations de terrain ont relevé une tendance récurrente. Écraser massivement des coléoptères en plein champ provoque une réaction de vigilance accrue chez les individus voisins. Ce n'est pas un mécanisme d'attraction clairement établi, plutôt un effet secondaire d'un système d'alerte chimique, mais les jardiniers qui écrasent leurs coléoptères directement dans le potager remarquent souvent exactement ça. On en écrase, et 1 heure plus tard, il y en a de nouveau plein, le feu résout tous ces problèmes en même temps. Ufs, larves et adultes sont entièrement détruits. Aucun secret, aucun résidu dans le sol, aucun embryon survivant en bordure de ponte. La technique correcte consiste à rassembler coléoptères, œufs et larves dans un récipient, une vieille boîte de conserve, un seau usagé, on peut aussi y jeter les feuilles infestées repliées. On brûle le tout, ou, si le feu n'est pas autorisé dans votre commune, on les arrose d'une solution saline forte ou de kérosène. Le sel draine l'eau des tissus mous, larves et œufs meurent à coup sûr. Le kérosène détruit la coquille chitineuse. Jeter les coléoptères dans le tas de compost ou simplement par-dessus, la clôture est une erreur. Le coléoptère est résistant, un individu adulte peut se remettre après plusieurs minutes de stress. Il se réveillera et retournera dans le compost. Il survivra, et il survivra à l'hiver, on pourrait croire que tout est clair désormais, ramassé, brûlé, traité. Mais voici le paradoxe. Malgré des décennies de lutte chimique, mécanique et biologique, le doryphore ne cède pas un pouce de terrain. Il continue d'étendre son aire de répartition et se trouve désormais aux portes de territoires où on ne l'attendait pas encore. La carte de répartition du doryphore est en réalité une carte de l'activité humaine. Il ne conquiert pas les territoires seul, il nous suit. 8 km par vol, c'est sa propre ressource. Tout le reste, c'est notre contribution, voitures, trains, camions de pommes de terre, touristes avec leurs plans de jardin. Le coléoptère voyage en autostop, dans la terre, sur des racines, dans des caisses de récolte, sur les roues des machines agricoles. C'est ainsi qu'il franchit des centaines, voire des milliers de kilomètres qu'il n'aurait jamais parcouru seul, à la force de ses ailes. En Russie, il a aujourd'hui conquis presque toute la partie européenne du pays et continue de progresser. Il a franchi l'Oural relativement récemment, entrant en Sibérie occidentale dans les années 1990, à l'époque où le transport des marchandises, autrefois centralisé et contrôlé, est devenu chaotique. On le signale désormais certaines années jusque dans les régions de Novosibirsk, Omsk et Tioumen. Plus à l'est, les climatologues préviennent que le réchauffement climatique va déplacer les limites nord et est de son aire de répartition. Il lui faut une température supérieure à 10 degrés pour sortir de diapause, et supérieure à 15 degrés pour se reproduire normalement. À mesure que ces conditions se multiplient en Sibérie, le coléoptère s'y sent de plus en plus chez lui. Il existe des territoires où il n'est pas encore arrivé et où on ne veut vraiment pas le voir. L'Australie, le Japon et certains pays d'Asie du Sud-Est appliquent des mesures de quarantaine strictes sur le fumier de pommes de terre et le matériel de plantation. L'Australie est un cas particulier, un écosystème unique où l'arrivée d'un nouveau ravageur de cette ampleur serait une catastrophe.
Le doryphore n'y est toujours pas présent et c'est le résultat d'un contrôle phytosanitaire et vétérinaire continu, pas un coup de chance. La Chine, elle, a longtemps contenu le coléoptère à ses frontières occidentales, il y est apparu dès les années 1990, mais est resté longtemps cantonné au Xinjiang. Ces dernières années, il progresse vers l'est, ce qui devient un vrai casse-tête pour les services agricoles chinois, étant donné l'ampleur colossale de la production de pommes de terre du pays. Parlons maintenant de ce dont on parle presque jamais à propos du doryphore. La chimie, à elle seule, ne suffit plus. On l'a déjà établi. Les scientifiques cherchent donc des réponses dans la nature. Dans son Mexique natal, le coléoptère a des ennemis, certaines punaises prédatrices, des mouches parasites, des tachinaires, des nématodes, des infections fongiques. Le problème, c'est que transférer ces prédateurs en Europe ou en Russie n'est pas simple, rien ne garantit qu'ils ne deviendront pas eux-mêmes un nouveau problème. Une piste plus prometteuse s'est révélée être la bactérie Bacillus thuringiensis, une bactérie du sol qui produit une protéine toxique spécifiquement pour les larves de coléoptères, mais inoffensive pour l'homme, les oiseaux et la plupart des autres insectes. Des produits à base de cette bactérie sont aujourd'hui utilisés comme alternative aux insecticides chimiques. L'efficacité est modérée mais stable, et surtout, le coléoptère n'a, pour l'instant, développé aucune résistance à cette protéine bactérienne. Il existe encore une méthode qui paraît simple, mais qui fonctionne étonnamment bien. Les agronomes soviétiques la connaissaient bien, mais ne l'appliquaient pas toujours systématiquement. La rotation des cultures, une idée vieille de plusieurs millénaires, ne pas planter la même culture au même endroit, année après année. Le doryphore hiverne exactement là où poussaient les pommes de terre. Il s'enfonce dans le sol à l'automne et remonte au printemps, comptant sur le fait que la nourriture sera à proximité. Si on déplace les pommes de terre ailleurs, le coléoptère se retrouve dans un endroit vide. Il doit chercher et ça lui coûte du temps et de l'énergie. Une partie de la population meurt avant de trouver de quoi manger. D'autres s'envolent et atterrissent chez le voisin, mais l'intensité de l'infestation sur votre propre parcelle, avec une bonne rotation, diminue nettement. Les kolkhozes soviétiques, quand ils respectaient les règles, faisaient exactement cela. Alterner pommes de terre, céréales, légumineuses et maïs. Le coléoptère ne mange pas de blé, il ne mange pas de pois. Une année sans pommes de terre, c'est une année où une partie de la population ne survit simplement pas. Dans un jardin particulier, c'est plus compliqué, un petit coléoptère vole facilement depuis le carré voisin, mais même un décalage partiel des cultures réduit la pression. D'autres techniques agronomiques existent. Les variétés précoces de pommes de terre parviennent à former leur récolte avant le pic de la deuxième génération de coléoptères. Le bêchage profond en automne ramène les coléoptères hivernants à la surface, où le gel les achève. Le paillage de paille crée un environnement favorable aux entomophages, ces insectes prédateurs qui chassent les larves. Planter du souci, de la coriandre ou du basilic à proximité des pommes de terre, ces plantes à odeur forte repoussent partiellement le coléoptère en quête de nourriture. Ce n'est pas une solution miracle, mais une barrière supplémentaire. Tout ceci forme ce que les agronomes appellent une stratégie de protection intégrée des cultures, pas un seul outil, mais un système combinant rotation, produits biologiques, ramassage mécanique et calendrier de plantation adapté. Le coléoptère ne disparaît jamais, mais sa population reste à un niveau gérable. Et là, je veux dire quelque chose qui me semble important. Le débat autour du doryphore se résume souvent à une seule question: comment s'en débarrasser, comment le détruire, comment le vaincre? Mais la bonne question est différente: comment le maintenir sous contrôle? Parce qu'il est impossible de l'éliminer, il faut simplement composer avec lui. Il est déjà là, aussi profondément intégré à l'agro-écosystème eurasien que le rat l'est au milieu urbain. Les tentatives d'éradication totale par pesticides et traitements massifs détruisent aussi les pollinisateurs, les insectes prédateurs et la faune du sol, c'est-à-dire précisément ceux qui pourraient naturellement contenir le coléoptère. C'est le même piège dans lequel est tombé Mao Zedong avec sa campagne contre les moineaux. On supprime un maillon et tout le reste s'effondre. Avec le doryphore, le risque est moindre en ampleur, mais la logique est identique. Un équilibre raisonnable, ce n'est pas une guerre d'extermination, c'est une gestion. Empêcher le coléoptère de dépasser le seuil où les pertes de récolte deviennent critiques. Maintenir sa population dans des limites où les pommes de terre continuent de pousser et où l'écosystème ne s'effondre pas, cela demande des connaissances, un système, et il faut renoncer à l'idée d'une victoire rapide, parce qu'il n'y en aura pas. Le coléoptère semble l'avoir compris avant nous.
Revenons à 1950, parce que l'histoire des tracts soviétiques a une suite dont on ne parle presque jamais. La campagne de propagande du coléoptère saboteur s'est déroulée en URSS et dans les pays du bloc de l'Est, de la fin des années 1940 au milieu des années 1950. L'ampleur était considérable. Dans les écoles, on donnait des cours pour apprendre à reconnaître le coléoptère. La radio rappelait régulièrement de rester vigilant face à sa propagation dans les régions du Sud. Des dessins animés dans les journaux montraient un gros capitaliste américain larguant des bocaux de coléoptères depuis un avion sur les champs soviétiques. Des affiches représentant le doryphore étaient accrochées dans les bureaux des kolkhozes, juste à côté des portraits des dirigeants. Remettre le coléoptère aux autorités n'était pas une simple recommandation. Dans certaines régions, des quotas étaient fixés, déterminant combien de coléoptères chaque kolkhozienne devait collecter et livrer pendant la saison. Ne pas atteindre son quota pouvait entraîner de désagréables convocations auprès des autorités locales. Tout cela paraît absurde, mais cette histoire a un revers qu'il faut reconnaître. Malgré son caractère propagandiste, la campagne a fonctionné comme un véritable outil de mobilisation. Des millions de personnes qui autrement n'auraient jamais prêté attention au coléoptère ont commencé à le repérer, à le collecter et à le détruire. Or, le ramassage manuel de masse est la méthode de lutte la moins nocive pour l'écosystème, parmi toutes celles qui existent. Pas de produits chimiques, pas d'effets secondaires sur les pollinisateurs ou le sol, juste des gens avec des bocaux dans les champs. C'est durant ces années que l'école agronomique soviétique a développé certaines méthodes de lutte mécanique encore utilisées aujourd'hui, non pas parce que l'idéologie avait raison, mais parce que le problème, lui, était bien réel. Au milieu des années 1950, quand il est devenu clair que le coléoptère était arrivé tout seul et qu'aucun avion n'existait, le sujet a été discrètement abandonné. Le saboteur américain est redevenu un simple ravageur. Les tracts ont disparu, les émissions de radio ont cessé, les manuels scolaires ont retiré la politique de la biologie. Mais l'habitude de ramasser les coléoptères à la main est restée, et c'est une bonne chose. C'est l'un des rares cas où la propagande a, par accident, encouragé un comportement écologiquement vertueux, quelques faits supplémentaires que peu de gens connaissent, et qui valent pourtant la peine d'être sus. Le coléoptère peut faire le mort quand on le touche brusquement ou qu'il se sent en danger. Il replie ses pattes et tombe ou reste immobile, un réflexe pur. Un oiseau, qui chasse les proies en mouvement, perd alors tout intérêt pour lui. Le coléoptère reste couché, l'oiseau s'en va, le coléoptère se relève et reprend son repas. C'est pourquoi, quand on secoue un plant pour faire tomber les coléoptères sans avoir de bocal sous la main, on ne les tue pas. Il leur suffit de quelques secondes de simulation, puis ils repartent. Le coléoptère détecte l'odeur des fans de pommes de terre à plusieurs dizaines de mètres de distance, grâce à des récepteurs spécialisés sur ses antennes qui captent les composés volatiles émis par la plante. C'est pourquoi un carré récemment retourné ou un plant endommagé attire les coléoptères plus vite qu'un plant intact. Une plante stressée émet ces substances plus intensément. Le stress végétal est, pour lui, un signal d'appel EUT. La dernière chose à comprendre avant de conclure cette histoire, c'est que le doryphore est une espèce invasive, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé là où il n'était pas et qu'il a changé ce qui existait. Mais ce n'est ni la première ni la dernière espèce à coloniser un nouvel environnement, à y trouver une niche inoccupée, à s'y multiplier sans les contraintes qu'elle connaissait chez elle, et à devenir un problème. Mais voici ce qui est particulièrement intéressant dans le cas du doryphore, il n'est pas venu seul. C'est nous qui l'avons amené. La pomme de terre est une plante américaine que l'homme a répandue dans le monde entier. Le coléoptère a simplement suivi la pomme de terre comme il aurait suivi n'importe quelle autre plante que nous aurions transportée. Il n'a pas choisi la France ni la Russie. Il a choisi sa nourriture. Et c'est nous qui transportions cette nourriture. C'est une pensée inconfortable mais exacte. Depuis plus d'un siècle, les jardiniers français et soviétiques, puis russes, combattent ce coléoptère à coups de bocaux, de produits chimiques et, pour certains, de tracts de réquisition. La guerre continue aujourd'hui encore, chaque été, sur chaque lopin de terre, de la Bretagne à la Provence. Chaque été, le coléoptère ressort du sol, mange, pond, mue, vole, hiverne et ressort à nouveau. Vous vous souvenez du tract de 1950 ? Il proclamait « Nous détruirons le saboteur américain ». 75 ans plus tard, il n'a été détruit ni en France, ni en Russie, ni nulle part en Europe. Au contraire,
Il a étendu son territoire, développé une résistance à 50 poisons différents et atteint la Sibérie occidentale. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu affaire au doryphore dans votre jardin, comment vous l'avez combattu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce n'est pas une question rhétorique, les commentaires sous ce genre de vidéo rassemblent toujours des expériences de terrain qu'on ne trouve dans aucun manuel d'agronomie. Cette créature pèse moins d'un demi-gramme. Pas de griffes, pas de venin, pas de vitesse. Elle ne chasse pas, n'attaque pas, ne défend aucun territoire. Elle se contente de manger, de se reproduire, de s'adapter et d'attendre. En 1950, on l'a déclarée espion et ennemi de l'État. Affiches, tracts, radios, leçons à l'école. Toute la puissance de la machine de propagande soviétique, mobilisée contre un scarabée rayé d'1 centimètre de long, le coléoptère n'a jamais lu les tracts. Il a continué à manger des pommes de terre, il continue d'en manger, aujourd'hui encore, dans votre potager.